Notre parcours sur les pas de Déodat de Séverac commence par la fin de la vie du musicien mort dans cette demeure à 49 ans le 24 mars 1921. Après 10 années passées dans notre cité, 10 années qui seront le point de départ du renom international de Céret dans l'histoire de l'art, sous l'appellation de la Mecque du cubisme. Un peu plus de 10 années, à 2 mois près, c'est peu, et c'est encore beaucoup moins si on en déduit les années de guerre. Car malgré son âge, sa santé fragile, Séverac a tout fait pour s'engager. Il sera incorporé dans les services de santé en 1915 à Carcassonne, 1916 à Saint-Pons-de-Thomières et jusqu'à l'armistice à Prades. Déodat de Séverac descend en gare de Céret par un beau matin lumineux de janvier 1910. Dans la gare, vous découvrez les entreprises hippomobiles qui assuraient la desserte vers la ville. Le centre est à 2 km. Ici, les entreprises Fougère et Quintat. Il manque la plus importante, celle qui sera la première du département à motoriser ses véhicules dès 1911, l'entreprise Reille. Séverac est attendu sur le quai de la gare par ses amis, le sculpteur Manolo Huguet, Jeanne, sa femme, Manolo ne l'appelle que sous le nom de Totote, et le jeune peintre Franck Avilante, fils d'un célèbre porcelainier américain de Limoges. Eux sont arrivés de Paris en décembre 1909. Leur intention était de trouver, à la demande de Déodat, un domicile à proximité d'Aristide Maillol, à Banyuls. Mais la violence de la tramontane les a poussés à se réfugier dans un lieu réputé pour la douceur de son climat, la station thermale d'Amélie-les-Bains. Ils y ont certes trouvé la douceur, mais aussi une population de grands malades, toussant et crachant, dans une atmosphère qui sentait la vase, dira Manolo. Ils reprennent donc le train et descendent à la première gare, Céret. Céret qui va les charmer, et ils demandent alors à leur ami de les rejoindre dès qu'ils seraient libérés de ses occupations parisiennes. On ne peut arriver à Céret sans découvrir le pont du Diable. À l'époque, ce pont du XIVe siècle est le seul moyen de communication vers la ville. Le pont routier actuel ne sera ouvert qu'en 1940. Déodat a entrevue du train et il demande qu'on s'y arrête. Et c'est alors un grand choc. L'émerveillement devant un panorama à couper le souffle. Au loin, à l'est, les Alberts et la Méditerranée. Toute proche, la cité blottie autour de son église, au pied de la montagne. Et l'ensemble dominé à l'ouest par les cimes enneigées de la montagne sacrée des Catalans, le Canigou qui semble presque à portée de main, tant l'air est limpide. Il faut bien reconnaître que le paysage aujourd'hui, sans être banal, est moins émouvant. Pour restituer l'émotion que ferait naître en vous la vue directe de ce panorama époustouflant, je vous offre ces quelques lignes du poète sérétan, qui sera un ami très proche de Déodat de Séverac, Edmond Brazès, que j'aurai une autre occasion d'évoquer. Voici ce qu'il écrit, un extrait bien sûr. Les fées du Val-Espire ont rasséréné l'hiver pour saluer l'artiste génial. Une transparence d'atmosphère tissée de fines lumières.
le canigou s'y découpait en majesté. Ici et là, la fleur du mimosa et celle de l'amantier, précoce annonciatrice du printemps. Les 4 amis reprennent la patache pour gagner leur hôtel. Ils passent là où nous nous trouvons, sans s'arrêter, et traversent le pont dit de Jantsaris, vers la rue Saint-Ferréol. Nous les rattraperons bientôt dans l'immédiat. Examinons la photo d'un lieu qui a à la fois peu et beaucoup changé. Sur notre droite, le trottoir que nous emprunterons vers l'hôtel que Séverac va découvrir. L'essentiel est identique à ce que nous avons sous les yeux, comme la maison que louera le musicien fin 1911, le pont lui-même, les habitations comme le grand immeuble sur la photo au fond et que nous verrons un peu plus loin au virage, c'est la maison guitare. La maison guitare où vivait Marilus, une jeune pianiste qui nouera des liens très forts avec la famille Séverac, au point que sa musique accompagnera les derniers moments de Déodat. Le 24 mars au matin, le mourant sort du coma et demande un peu de musique. Et la jeune pianiste, en larmes, jouera l'invocation à Schumann et puis la boîte à musique, 2 extraits de la suite en vacances. C'est beau la musique, je n'ai vécu que pour elle. Et d'une voix de plus en plus faible, alors que la pianiste a repris l'évocation de son œuvre avec les stances à Madame de Pompadour et Ma poupée chérie, on l'entend murmurer « Comme c'est frais, comme c'est honnête et coloré ». Il retombe dans le coma et s'éteindra en début de l'après-midi. Revenons à la photo de l'époque. Le changement, il est sur notre gauche. À la place du bassin et son jet d'eau, un précipice avec une grande maison dont on peut voir, regardez la photo, sur la droite, un pan de la façade. Cette maison, c'est celle que Séverac achètera et qu'il n'aura pas le temps d'habiter. Sa femme et sa fille l'habiteront jusqu'à leur mort. Magali, sa fille, en 1973, et la baronne de Séverac, en 1977. Quelques années plus tard, en 1985, la maison sera détruite pour la construction de ce rond-point et l'aménagement de l'avenue Jean Moulin, qui prolongera donc la petite voie que vous avez là au fond de la photo, sur la gauche. Reprenons notre chemin sur les pas de Déodat. Avant d'emprunter la rue Saint-Ferréol, la seule grande voie de communication vers la ville et l'Espagne, à l'époque, nous passons devant la maison des Séverac. Regardez la plaque commémorative. Et sur le pont de Jantsaris, où nous pouvons contempler le ravin qui a inspiré Kissling et Herbin, tous les deux arrivés en août 1913 avec Picasso. En toile de fond, la montagne de Céré. Ce que l'on voit là devant nous, le pic de Garces, c'est le pic de la Pie, Pie en catalan se dit Garces, 675 mètres d'altitude. 400 mètres au-dessus, à 1093 mètres exactement, le pic de Fontfrède et au-delà, la Catalogne espagnole. Remontons maintenant la rue Saint-Ferréol. On constate, et vous vous en rendrez compte par la photo d'époque que nous allons découvrir plus haut, peu de changements, comme la maison guitare dont j'ai parlé, elle est là, en face de nous, et puis les immeubles qui sont tout au long de la rue quasiment identiques. Séverac ne serait pas dépaysé s'il revenait parmi nous. Nous allons bientôt nous arrêter sur une placette qui est occupée par une sculpture monumentale qui n'existait pas à l'époque de Séverac. Ce monument rend hommage au créateur du canal d'arrosage. Bien des touristes s'étonnent de voir au beau jour l'eau circuler librement à travers la ville, le long des rues et des ruelles, et pensent qu'elle est gaspillée, que c'est catastrophique, que c'est un scandale. Mais elle n'est pas du tout gaspillée, cette eau. Cette eau, elle sert à irriguer champs et jardins.
Et il aura fallu 2 siècles, même plus, de projets, de plans, de démarches, et enfin la détermination de 8 Cerretans pour que soit réalisé l'ouvrage qui a permis le développement économique de notre ville. Ce monument est une œuvre d'un très cher ami de Séverac, c'est Gustave Viollet, le sculpteur catalan. 8 bas-reliefs représentant des scènes de la vie paysanne que vous avez sous les yeux. Les originaux en terre cuite se trouvent exposés dans le hall de la mairie. L'inauguration, le 20 mars 1937, a eu lieu en présence d'Édouard Herriot. Édouard Herriot, c'est une grande figure de la Troisième République. Il était alors, à cette date, président de la Chambre des députés, et il était venu à Céret pour une autre inauguration, celle de son très cher ami et collaborateur, le buste de Pierre Rameil. Rameil, mort en 1936, a été l'un des hommes politiques d'importance de notre département. Homme de théâtre, avant de devenir député de notre circonscription, la 4e des Pyrénées-Orientales, dès 1914, il sera, sous le gouvernement Herriot, secrétaire d'État à l'instruction publique et aux beaux-arts, l'équivalent de ministre de la Culture qui n'existait pas à l'époque, du moins le titre. Il participera, avec son ami Firmin Gémier, à la création du Théâtre national populaire, le TNP, en 1920. Rameil avait une grande admiration pour Déodat de Séverac, qu'il soutiendra toujours. Et heureux hasard, notre musée, le musée Musique, se trouve au numéro 2 de la rue Rameil. Retournons-nous maintenant, en face de nous, les 2 immeubles, numéro 72 et 72 bis. C'est là que le voyageur va pouvoir déposer ses bagages. Disons qu'il les a déjà déposés puisque nous sommes en janvier 1910. Voici l'hôtel du Canigou, qui n'a plus rien d'un hôtel, bien évidemment. Cet hôtel était tenu par un ancien charcutier de Perpignan, Armand Janet, et son épouse. Et ce couple savait choyer leurs pensionnaires pour un prix qui ne pouvait que séduire les Parisiens. La pension complète pour 3 francs par jour, or 1 franc de 1910 correspond à 3,60 € d'aujourd'hui, donc environ une journée de 11 €, nourri-logé. La décision de Déodat de Séverac est immédiate. C'est là qu'il pose ses valises, dans une grande chambre avec balcon, donnant sur le jardin et les Alberts. C'est là qu'il va trouver la sérénité aux côtés de sa compagne, Henriette. Sérénité nécessaire pour la composition de sa nouvelle œuvre, une grande tragédie lyrique dont la création est à l'affiche aux Arènes de Béziers. Il s'agit d'Héliogabale. La pièce sera jouée le 21 et 23 août 1910 devant 15 000 spectateurs enthousiastes. Une particularité sera l'une des raisons de son succès, l'utilisation d'instruments catalans, les ténors et les tibles de la coble des Cortimates. Et la reprise de la pièce en version concert à la salle Gaveau, Paris, en février 1911, fera découvrir ces instruments aux mélomanes parisiens séduits par la sonorité et l'expressivité de ces instruments rustiques. La photo que voici illustre bien la joie de vivre du musicien. Et pour illustrer sa joie de travailler, quelques lignes d'Albert Bozil, poète de lumière et de soleil, qui influencera certainement son jeune ami Charles Trenet. Voici quelques lignes de ce texte. Déodat travaillait devant une fenêtre. De sa table, où 1000 petites feuilles éparses recelaient la splendeur des floraisons futures, il voyait l'Albert profond et bleu participer à toutes les magies de l'heure et de la lumière. « Tu vois ça ?» me dit-il, en me montrant le paysage ardent tout patiné de crépuscule. « Tu vois, ça, c'est la plus belle des sonates. » Et bien sur ces mots, reprenons notre route vers le centre-ville qui n'est pas très éloigné, vous le voyez là-bas au bout, en haut de la rue, juste en haut de la rue.
Et nous passons devant la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, à l'époque, c'était la Poste. Et c'est la Poste d'où Déodat télégraphie à Henriette, elle est à Castelnaudary dans sa famille, qu'elle peut venir le rejoindre à Céret. Vous voyez au loin la façade très colorée sur votre droite, cette est restaurée. C'est le grand hôtel Garetta, l'hôtel de luxe de l'époque. Pas de rapport avec Séverac, mais avec Juan Gris, qui y logera pour son deuxième séjour à Céret en 1921-1922. Et très important, Chaim Soutine. Chaim Soutine trouvera la célébrité grâce au portrait du petit pâtissier de cet hôtel, le jeune Céretan Rémi Zocchetto. C'est un tableau qui sera acheté par le docteur Barnes, l'américain, avec une cinquantaine d'autres toiles à la galerie Paul Guillaume de Paris. Mais cette toile, le petit pâtissier, a été en 2013 adjugée chez Christie's 18 millions de dollars. Ce n'est pas mal. Et heureusement, cette toile avait échappé au massacre commis dans la cour de l'hôtel, la coupole actuelle, par son marchand Léopold Zborowski, ce qui était aussi le marchand de Modigliani, et c'est Amedeo Modigliani qui avait absolument imposé à Zborowski Soutine comme un de ses peintres. Eh bien, plus de 200 toiles, malgré le massacre, plus de 200 toiles réalisées à Céret seront ramenées à Paris à la fin de l'année 1922. Et nous voici maintenant arrivés sur la Passejade et en face de nous, le Grand Café, le célèbre Grand Café où les artistes de l'époque, comme de nos jours, passeront de longs moments de discussion qui plaisaient énormément à Séverac. L'aspect est le même, vous le voyez, avec une terrasse cependant un peu plus réduite, beaucoup plus réduite même. À l'étage de l'immeuble voisin, donc au-dessus de la terrasse qui n'existe plus maintenant, l'appartement de l'homme qui deviendra le meilleur ami des Séverac, vous l'avez là en face de vous sur la photo, celui qui accueillera chaleureusement les artistes, il s'agit de Michel Haribo. C'est à la volonté et à la générosité de ce négociant en vin que Céret doit son musée. Par testament, cet homme a légué en 1932 à la municipalité la totalité des œuvres qu'il avait achetées aux peintres passés à Céret, ainsi que sa bibliothèque et une somme de 10 000 francs, à la condition expresse que soit créé un musée-bibliothèque. Voilà l'importance d'Haribo, non seulement pour l'existence de notre musée, pour ce testament, mais parce que ceci signifie qu'il a su retenir à Céret les premiers artistes en leur achetant des œuvres et en même temps les accueillant, et par conséquent tous ceux qui suivront, qui viendront sur les pas de Manolo et de Séverac. Et puis on peut également penser que les Céretans étaient bien flattés de l'amitié d'un baron, le baron de Séverac, pour leurs modestes concitoyens, et donc qu'ils seraient disponibles pour accueillir les étranges amis parisiens de ces derniers. Revenons à ce beau jour d'arrivée. On n'est au Pablo, non, nous sommes à la terrasse du Grand Café, on prend l'apéritif en compagnie d'Haribo, et Déodat observe les promeneurs sur la Passejade. Son regard se porte de la porte Saint-Roch au salon de coiffure Brazès. Vous avez là sur la photo en face de vous, à côté de Michel Haribo, le petit Brazès, le plus jeune des Brazès, qui était à l'époque un jeune apprenti musicien, jeune apprenti coiffeur également, et qui était déjà poète. Et il sera très rapidement un grand ami du musicien. Voici traduite en quelques mots du jeune coiffeur, la première impression produite par le nouvel arrivant sur lui-même et sur tous les Céretans. Cette formule, le béret plébéien, ne parvenait pas à dissimuler l'indéfinissable distinction du gentilhomme. Et c'est à ce salon Brazès que venait de repérer Séverac qu'il ira se faire coiffer, guidé par le son d'un saxophone, celui du jeune coiffeur. Il ira se faire coiffer, Séverac, parce qu'il attend bien évidemment, dans les jours qui viennent, Henriette. Il est vrai que cet authentique baron, de très ancienne noblesse, fief de Séverac,
S'était apprécié et aimé de tous, des plus humbles aux notables les plus distingués. Le plus humble d'entre eux, le cantonnier Calvet, se dévouera pour son illustre ami au point de prendre congé pour l'assister et le veiller 10 jours durant, jour et nuit, jusqu'à sa mort. C'est que le baron de Séverac avait invité le modeste cantonnier à se joindre au groupe de ses amis pour l'apéritif. Le brave Calvet venait prendre les ordres de son chef de service, Adrien Hamad, et Séverac s'était étonné, mais comment, mais votre homme ne prend pas l'apéritif? Et lui avait cédé sa place, allant chercher une chaise pour lui-même. Nous allons maintenant franchir les remparts pour gagner le centre historique. Et d'abord, l'église Saint-Pierre, si souvent peinte par Chaim Soutine. Nous gagnons l'église par la petite rue très médiévale Anton de Ciboune. Anton de Ciboune est le premier à avoir écrit un livre sur Céret, enfin ses souvenirs de sa vie à Céret sous le titre Mon vieux Céret. C'était à l'époque du Second Empire. Devant nous, voici le fronton de l'église baroque qui était construite entre 1722 et 1779 et le portail que vous avez sous les grès en marbre gris de Céret, Mascarole, lui est beaucoup plus ancien puisque c'est le portail de l'ancienne église gothique qui date de 1398, elle-même d'ailleurs construite sur un lieu où c'était le deuxième état de 4 étapes. La première église de Céret étant construite en 814. Nous allons entrer maintenant, retrouver les grandes orgues qui ont fait le bonheur de Déodat de Séverac. Vous le voyez ici en photo, au clavier de ces grandes orgues. Il venait souvent y travailler et se laissait aller à des improvisations saisissantes pour ceux qui surprenaient le compositeur en action. Et bien à ces mêmes claviers, nous attend l'organiste de Saint-Pierre actuel, André Bosc, qui va jouer une œuvre rapidement, ou un extrait d'œuvre de Déodat de Séverac. Place donc à André Bosc. Nous gagnons maintenant la place des 9G par la rue Roanne-Gris. Et nous arrivons au cœur du vieux Céret. Cette place, la place des 9G, est d'une grande poésie et Séverac aimait s'y arrêter, aimait flâner, aimait dialoguer avec son ami poète Jean Hamad, poète dont j'aurai à reparler à la fin de notre promenade. C'était à l'époque la place aux herbes, donc la place du marché, et toutes les rues du vieux Céret y conduisaient. La fontaine, et ses 9G qui en font l'originalité, a été érigée en 1313, à l'époque des rois d'Aragon. C'est au XVe que Ferdinand II d'Aragon fait couronner la fontaine d'un lion, le lion emblème de la Castille, au moment de la réunion des royaumes d'Aragon et de Castille. Et à l'annexion de la Catalogne Nord par la France, c'est le fameux traité des Pyrénées de 1659, dont les préliminaires ont été discutés sur cette place même, dans la maison que vous avez en face de vous, cette maison-là, la maison Ponce. Eh bien, à l'annexion, la tête du lion qui était tournée donc vers la Castille a été retournée vers la France, et on écrivit alors sur le socle, je n'ai pas retrouvé cette inscription, il est vrai que les socles ont souvent changé, la fontaine a changé souvent de structure, et même de place, sur la place elle-même, et même d'emplacement, disons. Alors voici cette inscription en latin, je vous la lis. Venite querentes, Leo factus est Gallus. Venite querentes, venez Cérétan, Leo factus est Gallus. Le lion s'est fait coq, le lion est devenu coq. Ce n'est que depuis un incident de feria que le lion a retrouvé son regard dirigé vers le sud. Et votre regard, portez-le sur votre droite, cette grande maison. Il y a un cartouche au-dessus de la grande porte, avec 2 initiales, E-P enlacées. C'était la maison d'Émile Péprax. Émile Péprax était le président de l'Harmonie du Val-Espire, une très importante formation dont nous reparlerons. Céret, en effet, était une ville, avant d'être une ville de peinture, c'était d'abord une ville musicale, à l'époque de Déodat en particulier.
Et toutes les places de la ville étaient des lieux où l'on donnait des concerts et des bals. Nous avons évoqué l'arrivée de Séverac, son installation, sa mort, mais nous ne nous sommes pas demandé la raison pour laquelle il a décidé de quitter Paris pour s'installer dans notre département. Comme Manolo, Déodat était fatigué de Paris, et il avait un grand besoin de changer d'air pour écrire l'œuvre qu'il avait en tête, Héliogabale, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les années précédentes, la maison familiale de Saint-Félix de Lauragais, son village natal, était le cadre rêvé pour composer. Mais il lui était impossible d'être accompagné d'Henriette Tardieu, sa compagne, fille de coiffeur de Castelnaudary et modiste de profession. Quand je dis Henriette, je devrais dire maintenant, et je vais le dire, c'est Mireille. Mireille, parce que Déodat de Séverac a rencontré Henriette à Castelnaudary, le jour où elle jouait au théâtre, et elle tenait le rôle-titre de la pièce de son cher ami Frédéric Mistral, Mireille, bien sûr. Donc Mireille, elle restera pour Déodat jusqu'à sa mort. Mais c'était une modiste, je vous l'ai dit, qui plus est fille de coiffeur. Quelle mésalliance pour un baron de Séverac, mésalliance impardonnable aux yeux de la famille. Et il faudra une bonne année après la naissance de leur fille Magali en janvier 1913 pour que Madame de Séverac vienne faire la connaissance de sa petite fille et de sa belle-fille à Céret au mois de mars 1914 seulement, dans la maison que vous connaissez, que vous avez vue tout à l'heure. En tant que Céretans, nous pouvons nous louer de cet esprit de caste dont a été victime Séverac, parce que c'est cet esprit-là qui l'a conduit dans notre cité, et notre cité qui lui doit tout. Mais je ne peux m'empêcher d'imaginer les tourments du malheureux Déodat, tourments symbolisés par son mariage tardif, 4 mois après la naissance de Magali, sa fille, qui de plus est, il n'a reconnu que 1 mois après sa naissance, car Magali est née Tardieu. Voici, bien nous allons maintenant sur cette considération un peu sentimentale, disons, quitter la place par la rue des Ichides, c'est-à-dire tout bêtement la rue des Sorties. Nous sortons des remparts pour nous diriger vers la place de la Liberté, mais nous allons nous arrêter d'abord, et obligatoirement, à l'entrée de cette petite rue qui est la rue Victor Hugo. Que j'explique, c'est le samedi, le jour du marché hebdomadaire. Donc, il n'est pas question que nous allions mêler notre groupe au brouhaha des chalands et de la foule du marché. Donc cette place de la Liberté, quelques mots, c'est son nom actuel, mais anciennement, à l'époque de Déodat de Séverac, cette place était la place d'El Castell, la place du château. Et la place du château, parce qu'elle est dominée par les ruines de l'ancien château des seigneurs de Céret. Cette place et ses platanes ont inspiré tous les peintres, que ce soit Brune, Loutreuil, Blatas et tout particulièrement Soutine. Notons que Déodat de Séverac, peintre lui-même, comme l'était son père, n'a eu de rapport avec aucun d'eux. Donc nous quittons, nous allons retrouver plus loin, peut-être pas la place de nous la verrons, la place de la Liberté, et donc nous partons par cette petite rue Mirabeau, qui sent bon la Révolution, pour emprunter une rue qui va nous permettre d'aller un petit peu plus haut, derrière la place. Quelques mots d'ailleurs, puisque nous ne la verrons pas sur cette place. Telle qu'elle est, Déodat ne l'a pas découverte, car elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Car bien sûr les maisons n'ont pas changé, des petites maisons modestes et étroites, mais le monument aux morts, œuvre de son cher ami Aristide Maillol, sera inauguré le 14 juillet 1922 sur cette place. Or, Séverac est mort, vous le savez, le 24 mars 1921. Maillol, c'était un cher ami de Déodat et de Manolo. Rappelez-vous, c'était un peu le but initial de leur venue de Paris. Ils allaient souvent à Banyuls, chez Maillol, et Maillol, lui, venait souvent leur rendre visite à Céret. La plupart du temps, il venait d'ailleurs au mas du poète Pierre Cameau, ou alors chez Michel Haribaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et où se réunissaient tous les amis pour les fêtes de fin d'année. Je vous montrerai l'ancien château, le monument Mayol, quand nous serons un petit peu plus loin. Cette rue que nous empruntons, la rue de la Fusterie, était empruntée également par Séverac, car en quittant l'église où vous l'avez vu au clavier, pour rentrer chez lui au Mas Saint-Joseph, qu'il a habité dès 1911, il devait passer par là. C'était le plus simple, le plus court. Ce petit mas, il est en face de nous, vous allez le voir, en flanc de montagne. Nous voici arrivés à la place des Tilleuls, qui est donc le prolongement de la place de la Liberté. Eh bien, regardons, retournons-nous vers les Albert, sur la colline, en face de vous, vous voyez, c'est là qu'était bâti le château des seigneurs de Céret. Pierre Brune, venu en 1916 soigner ses poumons à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains, s'installera définitivement à Céret en 1919 et il construira à cette époque sa maison atelier dans les ruines du vieux château dont il a su garder, vous le voyez, un pan. Et il entraînera dans son sillage, il venait de la cité Falguière à Montparnasse, il attirera donc Crémain, Soutine, et arriveront au même moment deux peintres très pauvres, très très pauvres, Loutreuil et André Masson. Et André Masson, lui, alors que Loutreuil partira au bout de 4 mois, va séjourner à Céret, tomber amoureux d'une jeune Céretane, qu'il épousera avant ce retour à Paris. Pour en revenir à la maison atelier de Brune, vous le voyez, il est au perché, c'est au perché cette maison. Donc il faut un escalier important. Eh bien, il aura l'aide, pour construire cet escalier, d'un jeune comédien, très grand, à la voix caverneuse, qui s'appelait tout simplement Alain Cuny, qui était loin d'être connu à l'époque. Et puis maintenant, vous l'apercevez, la Catalane éplorée, la femme qui pleure, c'est une très belle œuvre de Mayol, très différente de beaucoup d'autres de ses œuvres. On arrive maintenant rue des Évadés, vous voyez cette voie étroite qui permet d'atteindre le pic de Fontfrède dont je vous ai parlé et la frontière espagnole, soit par la route, soit par le sentier muletier qui est juste là devant nous. Et vous comprenez sans doute pourquoi on a donné ce nom à cette petite rue qui ne s'appelait certainement pas comme ça à l'époque de Déodat de Séverac. Et voici la grande bâtisse qui est donc la fameuse maison Delcros, dans laquelle Picasso s'est installé en juillet 1911. Il sera rejoint par Braque au mois d'août. On est en pleine période de la forme la plus hermétique du cubisme, le cubisme dit analytique. Et les deux peintres vont approfondir leurs recherches, commencées dès l'été 1909, une collaboration intense dans une communauté de pensée telle qu'il est parfois difficile de dire qui de Picasso ou Braque a fait quoi, les tableaux n'étant pas, pour un certain nombre, signés. Pablo Picasso reviendra à plusieurs reprises, en 1912 et en 1913, entraînant avec lui ceux qui faisaient partie de ce qu'on a appelé la bande à Picasso, Herbin, Gris, Kissling déjà cité, le poète Mac Jacob et bien d'autres. Nous ouvrons le portail, les propriétaires ne nous en voudront pas, et vous avez là la façade où l'on voit les fenêtres des ateliers des deux peintres. Ce grand parc, 2 hectares, s'étend, on a l'impression, jusqu'au pied de la montagne, et il était très, très agréable à vivre, et comme il est traversé par le canal d'arrosage avec des petites plages tout au bord, on imagine ici des pique-niques bien sympathiques et pas mal arrosés. Le petit mas dont je vous ai parlé est à flanc de montagne, nous le verrons en sortant. Tous les jours, Séverac empruntait le chemin que nous avons suivi, ou celui que nous allons parcourir pour le retour en ville. Il s'était lié d'amitié avec le propriétaire de cette belle demeure, le docteur Jacques Delcros. Et il est donc probable qu'il ait facilité l'installation de ce peintre bohème qui était à l'époque Picasso. Ainsi s'affirme le rôle majeur joué par Déodat de Séverac dans l'arrivée des artistes de Montmartre à Céret, son ami Picasso en tête. On n'imagine pas Picasso
loger dans une grande maison bourgeoise comme celle-ci s'il n'avait pas eu l'aval de quelqu'un de très estimé. C'est Manolo qui avait provoqué la rencontre de Déodat Séverac et de Pablo Picasso à Paris. C'était autour de 1902-1904, en fonction des allers-retours de Picasso à Paris, à Barcelone à l'époque. Et c'est Séverac, lui, qui avait introduit le jeune américain Haviland au groupe. Ce même quatuor, se retrouvant en juillet 1911, renouant avec les soirées entre artistes et intellectuels, aux terrasses des cafés parisiens, ces cafés parisiens transférés pour un temps à Céret, et le plus fréquemment au Grand Café. Donc voici maintenant, nous sommes sortis du parc, regardons la montagne, enfin, vous voyez cette sorte de blocos, le blocos Chauvet. C'est une construction qui tient de l'abri anti-atomique et qui répond à toutes les normes antisismiques. Eh bien, il a pris la place d'un petit mas agreste qui dominait la ville, que Déodat avait loué, et c'est dans ce petit mas qu'il a composé une œuvre qu'il inscrira définitivement dans le cœur des Cerretans, et même de tous les Catalans, le chant du Vallespir, El Cant del Vallespir, en collaboration avec le poète cerretan et catalaniste Jean Hamad que j'ai déjà évoqué. Je parlerai de l'événement plus précisément à la fin de notre parcours. Nous allons reprendre la rue de la Fusterie, et ça me fait penser que sur cette place de la Liberté que nous longeons de loin, enfin qui est parallèle, il y avait beaucoup de réjouissances, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y en avait une en particulier, et qui lui était très particulière, c'est là qu'était installée la sinistre guillotine. Et c'est sur cette place que furent guillotinés deux des célèbres et redoutables traboucaires. Les traboucaires, c'étaient des bandits qui terrorisaient la région en 1845, et leur nom vient de l'arme qu'ils portaient, le trabuc, le tromblon. On retiendra le sang-froid et l'humour de l'un des condamnés. Il s'adresse aux spectateurs qui étaient impatients de voir enfin la fête commencer. « Mais ne vous pressez pas, on ne pourra pas faire sans moi !» C'était le 27 juin 1846. L'avocat des héros de cette journée mémorable, c'était un Cerretan, et si je vous en parle maintenant, c'est que nous venons de chez lui. C'était Joseph Delcros, qui avait fait construire, l'année précédente, la vaste maison d'où nous revenons. Poursuivons notre descente, on prend sur la gauche la rue du Commerce, et vous voyez qu'il y a effectivement des restes, disons, d'anciens commerces de vitrines, qui sont toutes fermées par des doubles volets. Nous prenons maintenant la rue Pasteur, et ce qui nous amène à nous retrouver face à l'église et au portail de 1398, et puis la rue du Vieux Céret, qui nous amène que nous quittons véritablement le centre historique, nous retrouvons notre porte Saint-Roch, que nous franchissons, pour nous installer cette fois-ci non pas face au Grand Café, mais sur notre gauche, entre le Café de France, et la porte. Cet espace s'appelait à l'époque la place Saint-Roch. D'ailleurs, le boulevard La Passéjade, ça s'appelait le boulevard Saint-Roch. C'est sur cet emplacement que l'harmonie du Vallespir se produisait tous les dimanches en concert public. Cet ensemble, d'une bonne cinquantaine d'exécutants, contribuait grandement à la réputation musicale de la ville. Elle se couvrait de gloire dans les concours nationaux et internationaux, et elle rayonnait dans tout le département et bien au-delà, sous l'impulsion d'Émile Péprax, dont je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous les initiales, de la place des 9G. La famille Péprax portait haut l'étendard de la catalanité. C'est dans cet ensemble que se trouvaient les 4 instrumentistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les musiciens catalans, en formation de coble, que Déodat entendit à Pâques 1910, c'est-à-dire le 27 ou 28 mars, c'est-à-dire il y a 106 ans maintenant. La coble des Cortimates se produisait au bout de la ville, c'est-à-dire à quelques pas d'ici, place du Barry, qu'on appelle maintenant la place de la République. Nous allons les rejoindre. Et voici, face à nous, une coble semblable à celle que Séverac a pu entendre
sur cette place, adossée à la maison Compagnon, donc notre médiathèque maintenant. C'était l'époque où Déodat était en pleine recherche de sonorités adaptées à un concert de plein air. Un quatuor sonnerait un peu grêle, peut-être faudrait-il lui ajouter des saxophones, pensait-il. Et la résolution de ce problème, il va la trouver à l'écoute des tibles ténors, comme en témoigne Albert Magnac, le chef de Coble, que je cite. C'était en 1910, pendant les fêtes de Pâques. La Coble Mat jouait sur la place du Barry. Se plaçant tantôt à droite, tantôt à gauche de la Coble, s'éloignant, se portant en face, venant même sous le pavillon des instruments, le jeune compositeur cherchait à se rendre compte de la valeur des primes et des tanors. Après les fêtes, il nous donna rendez-vous chez lui, nous dit son admiration pour la musique catalane, et nous fit voir une notation au crayon pour nos instruments. Le lendemain, il nous priait d'essayer ce qui est resté peu, ou à peu près, de la mascarade. Je précise que la mascarade, c'est la scène de fête du troisième et dernier acte d'Héliogabale. Le petit coiffeur Brazès, lui aussi, a gardé l'image de Séverac approchant l'oreille à 2 doigts du pavillon de la ténor. Nous nous retrouvons toujours en mars, samedi 26 mars, mais 11 ans plus tard, 11 ans après cette scène. Le samedi 26 mars, samedi saint, toute la population prendra part aux obsèques du compositeur, dans un long défilé douloureux mené par Albert Magnac, dont je viens de lire le texte, et les musiciens de l'harmonie du Val-Espire. Et Déodat quittait définitivement la ville qu'il avait tant aimée, ce charmant serré pays des Muses, comme il l'écrivait à Jean Hamad. Il quittait ce charmant serré pays des Muses pour le caveau familial de Saint-Félix de Lauragais. Et nous sommes maintenant 3 ans plus tard, toujours sur cette même place. Nous sommes cette fois-ci, non pas le 26 mars, mais un mois après, le 27 avril, 3 ans après, 1924. C'était donc une semaine après Pâques, tout se tourne chez Déodat autour de ces dates. On inaugurait le monument que la municipalité de Céret avait décidé d'ériger à la mémoire du grand artiste qui avait fait de Céret sa ville de prédilection. Elle en avait confié la réalisation, bien naturellement, à Manolo Huguet. Et plutôt que de modeler le buste d'un ami si cher, trop dur émotionnellement très certainement pour Manolo, il préféra sculpter une jeune Céretane. Et cette jeune Céretane, là où il voulut qu'elle soit placée, il l'imaginait recueillie et méditative, comme si elle était à l'écoute des arpèges de Séverac, répondant au ruissellement des eaux au fond du ravin des Tins. Ce jour-là, ce 27 avril 1924, Déodat de Séverac fut dignement célébré. Tout au long de la journée, commencé par une messe solennelle chantée, le pater d'Héliogabale, et je retiens que 2 moments forts dans cette très longue journée, c'est d'abord, en ouverture, le très pur poème d'Albert Bozil, lu devant la statue de Manolo, lu et dit, plus exactement, par Madeleine Roch, sociétaire de la Comédie Française. Dans ce poème, Albert Bozil s'adresse à la nature catalane, aux fontaines, aux arbres, aux vallons et aux canigoux, et il leur dit, et c'est sa conclusion, « Recueillez-vous sous la harpe des bises pour écouter chanter l'âme de Séverac. » Et puis Blanche Selva. Blanche Selva était là. Elle était là pour rendre hommage à son amie. Blanche Selva, c'était l'amie et la brillante interprète de Séverac dont on vous parlera plus précisément cet après-midi. Elle jouera 4 pièces de Serdane. Je donne les titres. En tartane, la prière du muletier devant le Christ de Livia, Ménétriers et jongleurs, et le retour. Et en fin de journée, avec le violoniste de Barcelone, Louis Pichot, elle jouera une sonate de César Franck. Vous pouvez le constater, les lieux ont beaucoup changé. La balustrade qui clôturait la ville, au-delà, c'était le ravin, eh bien cette balustrade a disparu car il y a peu, au début de ce siècle, l'énorme ravin des Tins a été comblé,
Un nouveau boulevard et un parking ont donné un nouvel espace de développement à la ville, et la Catalane de Manolo ne peut plus écouter chanter l'âme de Séverac dans le ruissellement des eaux du ravin des Tins. Alors nous allons la retrouver pour finir en sa compagnie notre promenade sur les pas de Déodat de Séverac. Nous allons reprendre la Passéjade tranquillement. Nous passerons devant le Grand Café, devant le musée, la mairie, et nous arriverons devant l'Office du tourisme. Nous voici là, devant la statue de Manolo. Mais ce n'est pas dans l'immédiat ce que je voudrais vous montrer. Vous voyez la grande banderole. Eh bien, c'est un événement important pour cela qui s'est déroulé dans les anciennes arènes qui étaient placées un petit peu, regardez, si vous regardez, vous avez l'enseigne du magasin Netto et au-delà la banque, le Crédit Agricole. C'est en gros dans cet emplacement-là qu'étaient construites les anciennes arènes de la ville, des arènes en bois, arènes de fuste, où Picasso très certainement a vu quelques corridas. À l'époque, on ne tuait qu'un taureau. Il en verra d'autres, Picasso, en 1953. Mais ce sera aux nouvelles arènes, dont Séverac n'aura vu que les premiers travaux d'édification, car elles seront opérationnelles en 1922. Donc c'est dans ces arènes anciennes que s'est déroulé le 2 juillet 1911, un événement musical d'une ampleur considérable, avec la création, en conclusion, du chant du Val-Espire. C'était une fête musicale d'ampleur, dédiée à la catalanité, pour fêter le 25e anniversaire de l'harmonie que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout ce qui chantait ou jouait de la musique en Val-Espire fut mobilisé. Une chorale mixte de 220 exécutants, 150 hommes et 70 femmes. Un orchestre de 80 exécutants, dont le noyau était évidemment l'harmonie du Val-Espire. Et la création de la cantate, écrite par Jean Hamad et composée par Déodat de Séverac, El Cant del Vallespir, sera le bouquet final d'une journée où beaucoup d'autres œuvres seront jouées ou chantées, dont la fameuse Mascarade d'Héliogabal. La soirée reprit après 20 heures pour un concert de l'harmonie, place Saint-Roch, des sardanes, place du Barry, et la soirée se conclura par un feu d'artifice tiré devant les Capucins. Déodat fut le roi de la fête, et Picasso arriva 2 jours plus tard, dans un Céret encore émerveillé de cette fête magistrale. Regardons avant de terminer la Catalane, je vous la laisse admirer. Je commenterai simplement en vous disant que, à mon avis, elle est bien parmi les fleurs, c'est vrai, mais elle ne peut plus méditer que sur l'intensité de la circulation. Regardez aussi le petit bas-relief, le médaillon de Gustave Viollet, à partir du masque mortuaire de Déodat. Les interprètes de l'œuvre de Déodat de Séverac seront au menu de l'après-midi. Je ne sais si Blanche Selva est venue à Céret du vivant de son ami. Je ne le pense pas. Ricardo Vines, lui, est venu. Il est venu quelques jours, en mai 1914, pour préparer avec Déodat de Séverac leur participation aux fêtes de Lérida. Lérida, ville natale du pianiste, où Séverac sera ovationné. Vous en saurez beaucoup plus après le repas. Donc, bon appétit à tous et à tout à l'heure.